Parmi bien d'autres techniques, il y a la technique de l'esclandre, chère à M. Mélenchon, qui pousse parfois des hurlements, qui crie, qui vocifère si possible avec Madame Le Pen. Et puis il y a la stratégie de l'autre Europe. Alors je vais m'intéresser tout particulièrement à cette stratégie de l'autre Europe. D'ailleurs, M. Mélenchon a un blog, il est député pour changer d'Europe. C'est clair, il est là pour changer d'Europe. Alors j'en profite ici pour vous parler, vous l'avez peut-être d'ailleurs déjà vu dans une autre de mes conférences, mais c'est essentiel d'en parler ici, pas seulement d'ailleurs pour Mélenchon, mais pour tous ceux qui vous promettent de changer d'Europe. Pour changer d'Europe, il faut changer de traité. C'est comme si vous êtes chez Bouygues pour un téléphone portable et que vous décidez de passer chez Free. Il faut changer de contrat. Bon, jusque-là c'est clair. Pour changer de traité, il faut l'unanimité. L'unanimité. J'en parlais tout à l'heure justement au moment comment on appelle ça, de la lutte contre les paradis fiscaux. L'Autriche et le Luxembourg ont suffi pour bloquer toute évolution sur les paradis fiscaux en Europe. Il n'y aurait même plus que le Luxembourg tout seul pouvait bloquer. Voilà. De la même façon que la lutte contre les pavillons de complaisance et Chypre ou Malte peuvent bloquer toute évolution sur ce sujet. Donc il faut l'unanimité. Alors certains diront oui, mais quand même, on a déjà eu de nouveaux traités. Oui, c'est vrai, mais à quel prix? Rappelez-vous à quel prix? Et en forçant justement le vote du peuple français, du peuple néerlandais. Et encore ne s'agissait-il de la Constitution européenne n'était jamais que la reprise des traités antérieurs, auxquels on ajoutait quelques éléments supplémentaires. Mais il ne s'agissait pas d'une réorientation complète du processus. Donc déjà, quand on reprend les traités antérieurs et qu'on veut les faire évoluer un petit peu plus, c'est déjà la galère, comme on dit maintenant, c'est-à-dire extraordinairement difficile et extrêmement compliqué à faire. Mais ce que propose M. Mélenchon, ou comme on le verra, ce que propose le Front National, ou ce comme on va le voir également après, ce que propose EELV, c'est un changement radical d'avoir une Europe, d'un seul coup, une Europe des travailleurs, une Europe anticapitaliste, dans un cas, une Europe des nations, pas des patries dans l'autre cas, une Europe écologique, une Europe altermondialiste écologiste dans un troisième cas. Donc là, il s'agit d'un changement absolument radical. Et ce changement radical, il faut que les 28 États soient d'accord pour l'obtenir. Alors, je vous propose de voir d'un point de vue statistique quelle est la probabilité d'avoir 28 États d'accord. Dans le cas où nous avons un seul État indépendant, sa politique, elle est simple, c'est soit de droite, soit de gauche. Donc la politique, elle est toujours 100% cohérente. Et là, dans l'exemple que je simplifie, pour ce qui concerne la France et l'UMP, dans un État indépendant, la probabilité d'avoir une politique qui soit cohérente est de 100%, tout le temps cohérente, elle est soit de droite, soit de gauche. Et puisque je parlais de Mélenchon, la probabilité d'une politique de gauche est de 50% dans la mesure où la probabilité d'accès du Parti socialiste au pouvoir, je le fixe à 50% par exemple en France. Ça, c'est dans le cas d'un seul État indépendant. Mais dans le cas de deux États indépendants, deux États que l'on force à adopter une politique commune, je prends l'exemple de la France et de l'Allemagne. À ce moment-là, vous avez toujours, dans le cas très simplificateur que je vous propose, je vous propose simplement le choix entre l'UMP ou son équivalent et le Parti socialiste et son équivalent. Donc c'est très simplificateur de la réalité. Eh bien, nous avons à ce moment-là quatre possibilités. Le Parti socialiste à Paris, la CDU à Berlin, c'est le cas actuel. Sarkozy, Merkel. Dans ce cas-là, nous avons une cohabitation gauche-droite. Ça n'est plus une politique cohérente. Maintenant, nous pouvons avoir le Parti socialiste à Paris, le Parti socialiste à Berlin. Là, on aura une cohérence de gauche, une politique de gauche. Nous pouvons avoir l'UMP à Paris, le Parti socialiste à Berlin. Là, on aura une cohabitation droite-gauche. Et puis, nous pouvons avoir l'UMP à Paris, la CDU à Berlin. Nous aurons une cohérence de droite. Dans un attelage de deux États que l'on force à adopter une politique commune, la probabilité d'avoir une cohabitation, maintenant, c'est dans 2 cas sur 4, c'est-à-dire 50%. Formule mathématique que je vous lis, parce que je vais vous montrer que c'est une formule qui va être une formule que l'on peut appliquer de façon générique, c'est 1 moins 0,5 à la puissance n moins 1
n étant le nombre d'États. Et la probabilité d'avoir une politique de gauche, ça n'est plus que de 25%, alors que tout à l'heure c'était la moitié. C'est statistique, hein. C'est très simple. Ça fait 25%. Donc ça, c'est quand on a deux États que l'on force à adopter une politique commune. Et si maintenant, ce n'est pas deux, mais trois États que l'on force à adopter une politique commune, je prends cette fois-ci la France, l'Allemagne et l'Espagne. Alors on va avoir, la première hypothèse, c'est le cas actuel. Le Parti socialiste à Paris, la CDU, mouvement de droite, un parti du style UMP, à Berlin, et le Parti populaire, le Parti populaire à Madrid, qui est l'équivalent de l'UMP et de la CDU. Dans ce cas-là, nous avons une cohabitation gauche-droite-droite. Mais on peut avoir le Parti socialiste à Paris, la CDU à Berlin, le Parti socialiste en Espagne. À ce moment-là, on aura une cohabitation gauche-droite-gauche. On peut avoir le Parti socialiste, le SPD, le Parti populaire. On aura à ce moment-là une cohabitation gauche-gauche-droite. Et puis on peut avoir le Parti socialiste dans les trois États. Cette fois-ci, pour la première fois, on aura gauche-gauche-gauche, une politique de gauche. Et puis, on peut avoir maintenant la même chose, mais avec l'UMP à Paris. L'UMP, CDU, PP, ça va être droite-droite-droite. On aura enfin une politique de droite. On peut avoir UMP, CDU et PSOE, ça sera cohabitation droite-droite-gauche. UMP, SPD, PP, ça sera cohabitation droite-gauche-droite. UMP, SPD, PSOE, ça sera une cohabitation droite-gauche-gauche. Donc vous voyez qu'on est passé dans le premier cas, c'était toujours cohérent. Dans le deuxième cas, quand il y avait deux États, il y avait déjà 4 cas de figure. Avec 3 États, maintenant, il y a 8 cas de figure. Et vous comprenez qu'avec 4 États, il y aura 16 cas de figure. Avec 5 États, il y aura 32 cas de figure. Et puis après, il y aura 64, 128, 256, 512, 1024. C'est une progression géométrique de raison 2 pour les mathématiciens parmi vous. Et on va faire comme ça jusqu'à 28. Ça sera des millions de possibilités à la fin des fins. Et vous voyez qu'ici, la cohabitation maintenant, c'est dans 6 cas sur 8. C'est mathématique. Donc, dans un attelage de 3 États que l'on force à adopter une politique commune, la probabilité d'une cohabitation, désormais, c'est de 75%, c'est notre formule. 1 moins 0,5 à la puissance n-1, c'est-à-dire à la puissance 1 moins 0,5 au carré, ça fait 0,75. Et la probabilité d'avoir une politique de gauche, c'est désormais 1 cas sur 8, 12,5%, ça fait 0,5 au cube avec la puissance n étant le nombre d'états. Je ne vais pas vous faire les 28, parce que sinon à la fin de l'année on y est encore. Vous savez, c'est l'affaire du Brahman Sissa avec l'échiquier, pour ceux qui connaissent, un grain de riz par case de l'échiquier. Hein. Ça se chiffre après en milliards. Quand je dis qu'on y sera encore à la fin de l'année, à la fin du millénaire, on y sera encore. Donc je vais vous abréger cette souffrance, simplement pour vous dire, je vais aller très vite ici sur le raisonnement mathématique, que j'avais tenu d'ailleurs devant les élèves de l'école polytechnique à Bastille-Palaiseau, qui l'ont validé, donc vous pouvez quand même le croire à peu près sur facture. En réalité, donc, si n est le nombre d'États, à un instant donné, il y a 2 puissance 7 possibilités. Pour les NUP de gouvernement, en supposant qu'il n'y en a que 2 par État, droite et gauche. Hein. Seuls 2 NUP permettent une politique cohérente, le NUP GGGGG, tout gauche, et le NUP DDDDD, tout droit. Puisque les éventualités de politique cohérente et de politique incohérente ne se recoupent pas, la politique est incohérente pour les 2 puissance n-2 NUP restant. La probabilité d'avoir une politique cohérente, c'est donc de 0,5 à la puissance n-1, et la probabilité d'avoir une politique plus 2 de gauche, c'est 0,5 à la puissance n. En première approximation, dans un attelage de n États, n étant le nombre d'États, que l'on force à adopter une politique commune, la probabilité d'avoir une cohabitation est de 1 moins 0,5 à la puissance n-1, la probabilité d'avoir une politique de gauche est de 0,5 à la puissance n. Encore, cette formule mathématique est-elle extraordinairement favorable, car j'ai postulé implicitement, d'une part, que les choix étaient binaires droite-gauche, ce qui n'est pas vrai. Dans tous les États, il y a une pléthore d'autres partis politiques. En pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a les écologistes, l'extrême droite, l'extrême gauche, l'extrême centre. Deuxièmement, ça suppose que les gauches et les droites aient des programmes compatibles selon les États, ce qui est faux. Rappelons-nous, M. Sarkozy et Mme Merkel, ils étaient tous les deux de droite, mais néanmoins, ils n'avaient pas les mêmes programmes et c'était sans arrêt des frictions.
Pourquoi des frictions? Parce que c'est le troisième point. Ça suppose qu'il n'y a pas d'opposition entre les intérêts nationaux, c'est justement là où ça bloque. Le programme du Parti socialiste français n'a pas grand-chose à voir avec le programme du Labour britannique, ni encore moins avec le programme du Parti social-démocrate finlandais, ou du Parti socialiste espagnol, ou du Parti communiste chypriote ou grec. Donc vous voyez que le calcul que je vous propose est un calcul en fait extrêmement simplificateur et très favorable de la réalité qui en fait est beaucoup plus complexe. Néanmoins, que donnent ces formules si on les applique à la réalité? Pour 6 États, c'est-à-dire l'Europe des 6, de 1957 à 1972, même en faisant abstraction de tout ce que je viens de dire, des divergences d'intérêts nationaux, et même en limitant la scène politique de chacun des États à simplement l'alternance droite-gauche, la probabilité mathématique d'avoir une cohabitation était de 1 moins 0,5 à la puissance 5, c'est-à-dire 0,969. 96,9%, ce qui, si vous le préférez, ça représente 97 années sur un siècle. La probabilité d'avoir une période de cohabitation à la Commission, c'était 97 ans sur un siècle avec l'Europe des 6. Et la probabilité que les 6 États de l'Europe des 6 aient une politique de gauche en même temps, c'était donc de 0,5 à la puissance n à la puissance 6, ça fait 0,0155, 1,55%, si vous préférez, 18 mois sur un siècle. Dans l'Europe des 6. Et avec le Parti socialiste, à qui je donne 50% de probabilité d'arriver au pouvoir dans chacun des 6 États. Alors maintenant, que donnent ces chiffres pour 28 États? Puisqu'aujourd'hui nous sommes 28. Pour 28 États, et même en faisant abstraction des divergences d'intérêts nationaux, la probabilité mathématique d'une cohabitation, c'est actuellement de 1 moins 0,5 à la puissance 27. C'est-à-dire 1 moins 0,000000007 chances sur 100, c'est-à-dire que la probabilité mathématique d'avoir une cohabitation sous ce cas de figure, c'est de 0,999, 999, 992, 550 chances sur 100. Si vous préférez, ça fait 99 999 en 364 jours et 18 heures tous les 100 000 ans. Et la probabilité que les 28 États de l'Union européenne aient une politique de gauche est 0,5 à la puissance 28, ça fait 3 heures tous les 100 000 ans. Point. Et encore, ce calcul est-il extrêmement favorable? Il est extrêmement favorable. Mais néanmoins, arrêtons-nous un instant à ces conséquences. Elles vous expliquent exactement le fonctionnement de l'Union européenne. Je l'expliquais dans ma conférence qui gouverne la France sous une façon beaucoup plus littéraire. Parce que j'essaie de m'adresser à différents publics. Il y a des gens qui sont plus littéraires, d'autres qui sont plus matheux. Le caractère littéraire, je citais, c'est un stratagème chinois qui s'appelle le stratagème des chaînes. J'expliquais, vous savez, vous l'avez peut-être vu dans ma conférence, l'idée d'une copropriété. Quelqu'un qui, seul dans sa maison individuelle, il décide quand il veut de changer la couleur de ses volets ou de son entrée. S'il est dans une copropriété avec 6 États, ça devient beaucoup plus compliqué, parce que déjà, il ne s'entend pas avec le voisin du dessus ou autre, donc déjà, c'est très compliqué. Si c'est avec 28 copropriétaires, alors c'est sûr que ça ne marche plus. Donc il faut absolument qu'il y ait un syndic extérieur qui fasse régner la loi. C'est le stratagème du choix, c'est le 35e des 36 stratagèmes de la classique chinois. Et donc là, ma proposition, c'est une présentation qui est une présentation mathématique du même phénomène. La conséquence, c'est qu'il est mathématiquement impossible d'avoir une politique unanime au sein de l'Union européenne. Vous l'avez vu, 3 heures tous les 100 000 ans, statistiquement, pour avoir une politique entièrement du Parti socialiste dans les 28 États en même temps, et 3 heures tous les 100 000 ans pour avoir des UMP dans tous les 28 pays en même temps. Sinon, tout le reste, c'est un mélange entre les deux. Donc ça veut dire que les institutions européennes sont en situation de cohabitation droite-gauche permanente. C'est ce que donne l'analyse mathématique et statistique. Et bien c'est ce que donne l'observation de la réalité. Voici ici une carte de l'Europe. Sur cette carte de l'Europe, personne jamais ne vous en parlera. Parce que les européistes ne veulent surtout pas que vous regardiez ce qui se passe en Europe. Et même si, en général, s'ils n'intéressent absolument pas, ils ne lorgnent que vers les États-Unis d'Amérique. À
l'Allemande, c'est l'exemple actuel. Là, novembre 2013, il y a 28 chefs d'État et de gouvernement au Conseil européen. Il y a 13 États qui sont des États dirigés par l'équivalent de l'UMP en bleu. Ils sont membres du Parti populaire européen au Parlement européen. Vous avez le Portugal, l'Espagne, l'Irlande, l'Allemagne, le Luxembourg, la Pologne, la Lettonie, la Finlande, la Suède, la Hongrie, la Roumanie, la Grèce et Chypre. Vous en avez 5 du Parti socialiste européen. La France, la Belgique, le Danemark, l'Autriche, la Slovaquie, la Croatie et Malte. Vous en avez 2 du Parti libéraux, démocrates et réformateurs, c'est l'équivalent du MoDem. Les Pays-Bas et l'Estonie. Vous en avez 2 qui sont conservateurs et réformistes européens, c'est un groupe au Parlement européen, on pourrait dire c'est un peu l'équivalent d'un RPR chiracien, un eurocritique, mais pas trop quand même. C'est la Tchéquie, la République tchèque et c'est le Royaume-Uni. Et puis vous en avez 4 qui sont indépendants. L'Italie, plus personne ne comprend d'ailleurs ce qui se passe actuellement en Italie, enfin, j'y perds le latin, si je dis. La Bulgarie, la Lituanie et la Slovénie. Donc vous avez ici l'illustration exacte de la formule mathématique que je vous montrais tout à l'heure. Elle est d'ailleurs beaucoup plus grave, puisque vous voyez que dans mon exemple c'était rouge et bleu, alors que vous voyez apparaître des jaunes, des bleus, des violets et des gris. Donc en fait, il complexifie encore le processus. Je vous ferai remarquer d'ailleurs que si on avait fait cette carte voici 2 ans, la France, au lieu d'être rouge, eût été bleue sous Sarkozy. Mais l'Espagne, au lieu d'être bleue, eût été rouge sous Zapatero. Encore raté. Vous savez, c'est comme le Rubik's Cube. Vous voudrez se réussir un peu, hop, ça zappe de l'autre. Sauf que le Rubik's Cube, il y a quand même en général une solution qu'on trouve facilement. Alors que là, il va falloir attendre 100 000 ans pour que ça arrive pendant 3 heures. Vous comprenez comment ça marche? Conséquence numéro 3, les élections nationales dans un État en particulier ne peuvent rien changer. Évidemment. Lorsque les Français ont voté Hollande, il y a un certain nombre d'électeurs qui se sont dit « Ouais, ça y est, génial !» Bon, comme en 81, mais ces gens n'ont pas compris ce qui s'est passé. Lorsque les Français ont élu François Mitterrand en 1981, c'était avant. C'était avant le traité de Lisbonne, avant le traité de Lisbonne de 2008, avant le traité de Nice de 2000, avant le traité d'Amsterdam de 1997, avant le traité de Maastricht de 1992 et avant l'acte unique de 1986. Tous ces traités qui nous ont volé nos pouvoirs. Et c'était avant les élargissements aussi, d'ailleurs. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que 12 États. Donc, les Français qui ont cru en élisant Hollande que c'était un nouveau 10 mai 81, on allait de nouveau voir François Mitterrand au pouvoir, sont des Français qui ont été bernés. Parce que lorsque les Français ont voté pour un socialiste, vu depuis Bruxelles, depuis Washington, on a regardé ça avec beaucoup d'amusement. Oh, oh, oh. Les Français, ils ont voté socialiste. Tout le monde s'en fout, puisque c'est une situation de cohabitation générale. Et les Espagnols avaient fait le chemin inverse. Et puisqu'il y a cohabitation droite-gauche permanente, pas seulement droite-gauche, vous l'avez vu, droite, gauche, centre, etc., indifférente aux élections nationales, il n'y a plus de changement politique du tout, il n'y a plus d'impulsion politique. Ce qui règne, ce sont les traités européens qui s'imposent à tout le monde, et c'est le règne des lobbies privés qui s'installent. Et le 5e point, c'est que les électeurs réalisent progressivement, en France, mais dans tous les pays, élection après élection, qu'il ne sert en fait plus à grand-chose, et même à rien du tout, de voter à droite ou de voter à gauche, car cela ne change rien à la politique subie, puisque c'est la politique des traités européens, de l'oligarchie qui pilote la Commission. Et donc les peuples se désintéressent, grommellent, grognent, grondent, l'abstention ne fait que grimper élection après élection. Le problème, c'est que, comme personne ne fait le travail d'éducation populaire que j'essaye de faire depuis 6 ans et demi, on fait croire au peuple, on veut absolument protéger ce que je viens de vous révéler, ce poteau rose. On ne veut absolument pas qu'ils comprennent la mécanique qui est à l'origine, qui explique pourquoi les États-Unis, sans arrêt, font entrer demandent à l'Europe de faire entrer de nouveaux États. Ce sont les États-Unis
qui veulent faire entrer, par exemple, qui ont exigé l'entrée de la Croatie, qui ont exigé l'entrée des pays de l'Est, les États-Unis, qui exigent l'entrée de la Turquie, qui exigent l'entrée de la Bosnie-Herzégovine, de la Macédoine, bientôt de la Moldavie. Ceux qui sont parlés de la Géorgie et de l'Arménie, ce sont les États-Unis qui sont derrière. Eux, d'ailleurs, personne ne va demander aux États-Unis de faire entrer dans les États-Unis d'Amérique, Cuba, le Mexique, le Honduras, le Costa Rica. Donc, en réalité, les Français, comme les autres peuples, ne comprennent pas mal, quand même, l'esprit commence un peu à s'éveiller, le rôle fondamental de la construction européenne dans cette disparition des démocraties nationales, et donc ils se tournent avec agressivité contre leurs propres dirigeants, en suspectant leurs propres dirigeants d'être des salopards, des corrompus, des salauds, des gens qui les ont mentis. Alors c'est vrai qu'ils leur ont menti, c'est vrai qu'ils cachent, c'est vrai tout ça, donc ils sont condamnables, je suis d'accord, mais il faut reconnaître que c'est la mécanique générale qui est au-delà de même les responsables politiques. Le principal crime, à mon avis, contre la démocratie que commettent tous les responsables politiques français, tous, hein, c'est de ne pas expliquer au peuple français l'origine des problèmes. Ce que je viens de vous expliquer. Comment ça se passe et pourquoi. Notez bien d'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure, que les prétendus opposants au système, comme M. Mélenchon, par exemple, aussi le Front National et le PLR, je n'ai pas besoin de parler de PLR, ne font pas du tout le même travail non plus. M. Mélenchon propose un projet d'autre Europe dont vous voyez la probabilité. D'ailleurs, la probabilité d'autre Europe est encore pire que ce que je viens de vous montrer. Parce que toute probabilité de bâtir une autre Europe est vouée à l'échec, puisqu'il faudrait l'unanimité des 28 gouvernements pour adopter un nouveau traité, surtout s'il s'agit d'un traité radicalement différent. C'est la raison qui vous explique pourquoi nous sommes comme à l'opéra, vous savez, avec les chœurs qui disent marchons, 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 et puis ils se trouvent au même endroit. Nous avons ici l'affiche du Parti Socialiste pour les élections européennes de 1979. Changer l'Europe, vivre au pays. Et voici la campagne du Parti Socialiste pour les élections européennes de 2009, changerl'Europe.fr. C'est le même slogan à 30 ans d'affaires là, sauf qu'on a rajouté .fr. Parce qu'Internet est arrivé. Sans doute qu'en 2000, au train où vont les choses, en 2039, dans 30 ans, ça sera changer l'Europe avec une vision 3D. Ça prouve qu'ils n'ont pas beaucoup d'imagination. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a les films porno, c'est parce qu'il faut quand même changer un petit peu le bassin. Donc on met les films porno parce qu'on ne peut pas quand même dire à chaque fois changer l'Europe. Et deux, ça veut dire aussi que ces gens se foutent de vous. Carrément. Ils se moquent carrément de vous. Mais revenons à notre ami Mélenchon. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez ce que je montrais tout à l'heure, mes calculs de tout à l'heure, c'était dans le cas UMP et PS, avec 50% de probabilité d'arriver au pouvoir. Reconnaissez que M. Mélenchon n'a pas 50% de probabilité d'arriver au pouvoir, ça voudrait dire qu'il arrive au pouvoir pendant 5 ans tous les 10 ans. Voilà. Il est notamment l'émanation du Parti communiste français. Je rappelle que le Parti communiste français a été créé en 1920, section française de l'Internationale communiste à Congrès de Tours. C'est un vénérable vieillard qui a 93 ans, qui va fêter son 100e anniversaire à la fin de la décennie. Et en 100 ans, en 93 ans, le Parti communiste français, on va supposer que le Parti communiste français actuel ait le moindre lien avec le précédent, ça n'est un peu un avoir. Mais le Parti communiste français, en 93 ans, n'est jamais arrivé au pouvoir. Plus exactement, il a eu des ministres entre 1944 et 1945, et il a eu des ministres entre 1981 et 1984. Mais jamais le Parti communiste français n'a eu l'Élysée, jamais le Parti communiste français n'a eu l'hôtel de Matignon Premier ministre, et jamais le Parti communiste français n'a eu les 4 grands ministères de souveraineté, comme on dit, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense nationale, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'économie et des finances. Il est considéré comme les 4 principaux ministères de souveraineté. Il n'a jamais eu ça. À chaque fois, il a eu le logement, les affaires
sociales, la fonction publique, les choses périphériques. Donc la probabilité que le Parti communiste français accède au pouvoir au vu de l'expérience historique, pour l'instant, c'est 0%. Pareil d'ailleurs pour le Front National, qui a été créé il y a 41 ans. 41 ans, il n'a jamais eu un seul ministre. Pour l'instant, la probabilité que le Front National puisse accéder au pouvoir est de 0%. Pareil pour EELV d'ailleurs. Mais dans le calcul que je vais vous montrer que, je vais être très gentil, pour avoir une Europe Mélenchon, c'est un peu comme un banquier Monchot. Vous savez ce qu'il y a dans les casinos. Pour avoir le jackpot dans les banquiers Monchot, vous tirez comme ça, et il faut avoir en général 4 ou 5 fenêtres. Jackpot, jackpot, jackpot. Alors, ça paraît facile, mais vous pouvez essayer toute une journée, vous vous ruinez, vous n'avez jamais eu le jackpot. Chaque fois, c'est raté. C'est tellement naturel. Sauf qu'ici, il ne s'agit pas de 4 ou 5 fenêtres. Là, vous faites le truc comme ça, il faut que vous arriviez à avoir 28 fenêtres Europe Mélenchon. C'est ça que ça veut dire. Hein. Il faut avoir les 28 fenêtres Europe Mélenchon, c'est-à-dire que dans chaque État, nous ayons un Mélenchon qui gagne le pouvoir. Ça veut dire donc qu'il faut par exemple que le Luxembourg porte au pouvoir un Mélenchon luxembourgeois. Ça veut dire qu'il faut un Mélenchon britannique, un Mélenchon danois. Danois, un peuple danois, je ne parle pas d'un chien. Il faut un Mélenchon suédois, un Mélenchon finlandais, un Mélenchon slovène, un Mélenchon bulgare, un Mélenchon allemand. Voilà, c'est ça qu'il faut. Hein. Bon, alors, la probabilité que M. Mélenchon arrive au pouvoir en France, c'est pas 50%. Dans le calcul que je vais vous proposer, je postule que la probabilité d'arriver au pouvoir est de 15%. Ce qui est extrêmement généreux. Parce que 15%, ça voudrait dire qu'il arrive au pouvoir une fois tous les 6 ans ou tous les 7 ans. C'est ça que ça veut dire. La probabilité d'arriver au pouvoir en moyenne dans chaque pays d'Europe, ça serait 15%, y compris au Luxembourg, par exemple, ou y compris au Danemark. Alors c'est vrai pour le Front de gauche, mais le raisonnement est identique pour EELV ou pour le Front National. C'est à ne pas confondre avec le nombre de voix obtenues aux élections. C'est pas parce qu'un parti fait 15% de voix aux élections qu'il a 15% de probabilité d'arriver au pouvoir. Vous ne confondez pas les deux. Par exemple, le Parti communiste français a souvent fait des scores du style, enfin pas souvent, mais jusqu'à la fin des années 60, il dépassait les 20%. Il a même fait, le Parti communiste français, son record, c'était en 1947, où il a fait quelque chose comme 29% des voix. Et pour l'autant, le parti n'est jamais arrivé au pouvoir. Donc la probabilité statistique, c'est 0%. En attendant, je résume. La probabilité d'avoir une Europe Mélenchon, avec ce calcul extrêmement favorable qui consiste à dire que dans les 28 pays d'Europe, M. Mélenchon a une chance d'arriver au pouvoir tous les 7 ans, ce que vous voyez que c'est un calcul extrêmement généreux. Dans 28 États, ça veut dire que la probabilité mathématique que l'Europe adopte la politique proposée par EELV, une Europe écologique, ou par le Front National, une Europe des patries, ou par le Front de gauche, une Europe de gauche, c'est actuellement de 0,15 à la puissance 28, c'est-à-dire 0,853 10 puissance moins 23. Ce qui fait, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, 853 chances sur 100. Et pour que vous visualisiez un petit peu ce que ça représente en termes de probabilistes, c'est 1 seconde tous les 37 trillions d'années. Tous les 37 milliards d'années. La planète Terre s'étant créée il y a 4,54 milliards d'années, il faudrait donc attendre plus de 8 milliards de fois la durée écoulée depuis la création de la Terre pour avoir la chance d'avoir une Europe Mélenchon pendant 1 seconde. C'est la probabilité mathématique. Pareil d'ailleurs pour une Europe EELV ou bien une Europe Front National, une Europe des patries. Que dites-vous de ça, M. Mélenchon? Elle ne dit rien. Ça fait maintenant plusieurs mois que j'ai développé ces raisonnements. Je vois d'ailleurs que les cybermilitants du Front de gauche, qui étaient très agressifs à mon égard, ont disparu de notre page Facebook. Je pense qu'ils méditent. Je les invite à méditer. Je les invite d'autant plus à méditer que j'ai beaucoup pas d'affection, ce serait un grand mot, mais j'ai beaucoup de... Je compatis beaucoup
aux électeurs du Front de gauche, ou aux électeurs de ELV, ou aux électeurs du Front National qui tombent dans le panneau. C'est en fait exactement le même panneau que les gens qui vont jouer au loto, qui pensent qu'ils vont avoir l'euro-million. Alors ils vont dépenser, il y a parfois des gens, d'ailleurs c'est souvent les gens les plus humbles qui dépensent les plus grosses fortunes. On voit parfois des gens moi je vois parfois dans des cafés, dans des bistrots, ce sont des gens qui sont des ouvriers, qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, parfois des ouvriers immigrés, je les vois sortir des billets 100, 200 euros pour jouer à l'euro-million, en espérant qu'ils vont gagner les 150 millions d'euros, les 120 millions d'euros. Mais ça n'arrive jamais. Ça arrive une fois, au niveau européen, tous les 3 mois. Mais par rapport au nombre de millions de gens qui jouent, ça n'arrive jamais pour un individu en général. Et en fait, les gens se font spolier par ce système. C'est fait pour, hein. C'est exactement le même système. Sauf que je vous signale que si vous croyez en l'Europe Mélenchon, alors jouez au loto tous les jours. Parce que la probabilité que vous gagnez le gros lot est très 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 supérieure. Elle est des milliards de fois supérieure que vous gagnez le gros lot à l'euro-million plutôt que l'Europe Mélenchon. Alors, que pensez-vous de ça, M. Beauvais? Je vais en parler dans un instant, parce que justement, mais avant, je termine, il y a 13 ans, il n'y a pas que M. Mélenchon d'ailleurs, il y a 13 ans, tous ces mouvements politiques, ATTAC, la Confédération paysanne, la CFDT, la FSU, les alternatives, AC contre le chômage, le Parti communiste français, la Ligue communiste révolutionnaire, les alternatives, etc., au moment du sommet de Nice pour le traité de Nice, nous avait pondu un collectif pour une autre Europe, pour un autre monde, qui avait été signé à l'occasion du sommet européen, ça avait été publié dans tous les journaux, notamment dans le journal Le Monde. Et ça avait été soutenu par toutes ces associations et bien d'autres encore que je n'ai pas signalées, comme le Collectif national pour les droits des femmes, la Marche mondiale des femmes, le droit au logement, le DAL, le FASTI, le MNCP, l'Observatoire de la mondialisation, la Confédération paysanne, les correcteurs de la CGT, la CFDT, etc., etc., etc. Bon, bref. Voilà le texte. Hein. Tandis que les gouvernements construisent, sans les citoyens et contre eux, une Europe dominée par la logique néolibérale, une autre Europe se dessine à travers les luttes des sans domicile, sans travail, sans revenu, sans papier, sans droit, les mobilisations citoyennes, les luttes des salariés ES, ça c'est une rhétorique que vous reconnaissez dans la formulation typique de la gauche et de l'extrême gauche, les luttes des femmes contre les violences, on ne va pas très bien rapport avec notre Europe, et la pauvreté. Il est possible de construire une autre Europe dans un autre monde. Cette Europe doit se faire entendre à Nice. Donc vous voyez que ce que je viens de dire de M. Mélenchon s'applique à tous ces gens-là. D'ailleurs, c'était il y a 13 ans. Rien. Depuis 13 ans, il s'est passé quoi? Il s'est passé que le processus n'a fait que s'aggraver. Et que, en réalité, toutes ces associations, de façon inconsciente, pour les gens les militants qui sont devant, en général, ils sont tout à fait de bonne foi, ils y croient. Comme quelqu'un qui joue au loto, il croit qu'il va gagner au loto, il s'imagine en train d'acheter une villa hollywoodienne, en train d'arrêter sa vie de salarié qui regarde ses fins de mois. Donc les gens, ils y croient. Mais les dirigeants de ces mouvements, je ne sais pas s'ils y croient, mais ils portent une responsabilité effroyable. Parce qu'au lieu de mobiliser les Français vers la seule possibilité viable, c'est de sortir de ce BINS pour que nous récupérions notre droit à définir nous-mêmes notre politique souveraine et indépendante, de choisir notre avenir, ils pratiquent l'illusion de leurs militants sur le thème « Patientons les camarades, ça sera mieux la prochaine fois ». Et pendant ce temps-là, les années passent et la destruction de nos acquis sociaux, de notre tissu industriel, de notre culture, de notre souveraineté, de notre liberté, de notre indépendance, ne fait que progresser. Alors, EELV respecte-t-il l'intelligence des Français? Lui aussi, EELV, c'est la stratégie de l'autre Europe. Il y a 8 ans, l'affiche des Verts pour le référendum du 29 mai 2005 pour qu'une autre Europe soit possible. Eh bien, je vais dire la même chose exactement que tout à l'heure. Hein.
la probabilité d'une autre Europe, c'est pour l'Europe José Bové, c'est 1 seconde tous les 37 trillions d'années. Ça n'arrivera jamais. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un exemple très concret. Ce n'est pas un exemple statistique, c'est très très concret. De ce à quoi nous mènent les partis comme ELV qui prétendent bâtir une Europe écologique. C'est l'exemple des farines animales. Regardez, cette pauvre bête, elle est victime de l'encéphalopathie spongiforme bovine, l'ESB, la maladie de la vache folle. Elle a la tremblante, vous voyez, les quatre épaves, elle tremble de partout. Bon. Vous vous rappelez, c'est ce scandale qui est apparu dans les années 94, les farines animales responsables de l'ESB avaient été interdites en 94. Les farines animales, c'est quoi? Eh bien, c'est fait avec des détritus de charogne. Il faut simplement chauffer ces détritus pendant 20-25 minutes à plus de 180 degrés pour détruire non seulement toutes les bactéries et les microbes, mais aussi les prions. Et puis, bien entendu, des entreprises qui voulaient faire du flic, notamment en Angleterre, se sont dit, plutôt que de chauffer, je sais pas, 250 tonnes de vieilles carcasses pourries à 180 degrés pendant 25 minutes, chauffons-les pendant 5 minutes, ça suffira bien, ça coûtera moins cher. Sauf que en 5 minutes, vous détruisez en effet à 180 degrés toutes les bactéries, tous les microbes, mais vous ne détruisez pas les prions responsables de la maladie de la vache folle. Alors, la loi du fric étant la loi qui prédomine au sein de l'Union européenne, le 29 juillet 2010, la Commission européenne a proposé de réautoriser les farines animales. Elle a jugé négligeable le risque lié à l'utilisation de ces farines, composées d'os, de viande, de poils, également de sabots de mammifères, pour nourrir cette fois-ci les porcs, les volailles et les poissons. Voilà, on prend des charognes, on les réduit en poudre, on les passe à 180 degrés. C'est assez appétissant, comme vous le voyez. Donc la Commission européenne, dans sa grande sagesse, a dit en fait c'est excellent pour les porcs, les volailles et les poissons. Il ne faut plus les donner voilà, parce que le temps a passé, parce qu'il y a entendu des grands intérêts financiers derrière, parce que ça coûte cher, et donc on va donner cette saloperie à bouffer aux messieurs. Alors, ça c'était en juillet 2010, et puis l'avis a été demandé au Parlement européen. Le Parlement européen a approuvé cette réintroduction des farines animales le 6 juillet 2011. Et ce qui est tout à fait passionnant, c'est de regarder ici les votes des États, des députés européens par État membre. Vous voyez que la France, par exemple, ici nous avons 72 députés européens, il y en a 8, excusez-moi, il y en a 56 qui ont voté against, qui ont voté contre, 8 qui ont voté pour. Au passage, d'ailleurs, parmi les 8 qui ont voté pour, c'était ces gens-là. Brice Hortefeux, de l'UMP, Corinne Lepage, une grande écologiste devant l'Éternel, vous savez, c'est elle qui a créé le mouvement CAP 21, dont je dis souvent que le titre de ce mouvement, c'est que son objectif est d'avoir 21 adhérents. Et puis vous aviez Arlène Désir pour le Parti Socialiste. Et puis vous aviez assez curieusement, Madame Pervenche Berès pour le Parti Socialiste, mais vous aviez assez curieusement M. O'Haraud, M. Jacques Hénin et M. Mélenchon pour le Parti de gauche. C'est-à-dire 3 des 5 députés du Front de gauche se sont singularisés par rapport à tous les députés français en votant oui à la réintroduction des farines animales. Ça a fait un petit scandale dans le Landerneau, voilà, ça c'est un article de Libération, M. Mélenchon a piqué une crise en disant c'est scandaleux de m'attaquer, je me suis trompé de bouton. M. Hénin et M. Haraud sont trompés de bouton aussi, Madame Lepage aussi d'ailleurs, elle dit aussi je me suis trompé de bouton. Il faut espérer que comme ils prétendent être un jour élus à l'Élysée, qu'ils ne se tromperont pas de bouton, plutôt que d'appeler leur secrétaire, ils appuient sur la bombe atomique. Bon, c'est se foutre du monde. C'est quoi la responsabilité de ces gens? Enfin, ça, c'était le côté un petit peu polémique, qui est pourtant tout à fait exact. Je reviens à ce que je voulais dire. 8 députés français ont voté pour la réintroduction des farines animales, 56 députés ont voté contre. Les autres se sont abstenus, ils n'étaient pas là. Enfin, c'était ceux qui sont comptabilisés dans la catégorie, la catégorie des abstentions, ce sont les gens qui votent « je m'abstiens » au Parlement européen.
et ceux qui sont considérés comme les total déprésents et non abstentionnistes, ce sont des gens qui sont venus pour émarger sur les feuilles d'émargement pour toucher les 304 € par jour si vous êtes présent au Parlement européen. Je vous renvoie à ma conférence de demain soir, vous verrez comment ça marche. Les députés européens sont payés comme ils ont des indemnités mensuelles, et en plus, ils vont faire leur boulot, on leur donne 304 € par jour en plus. C'est sympa. Imaginez qu'il y a un salaire, en échange de compte, vous ne demandez rien, mais si en plus, vous descendez quand même au bureau, vous avez 304 € par jour en plus. Alors, je reviens à mon propos, 8 députés, mais ça, vous verrez ça demain pour ceux qui sont là. Je reviens à mon propos, 8 Français ont voté pour, 56 ont voté contre. Pourquoi? Parce que les députés français, ils sont le reflet de la société française. Ils savent très bien ce que pensent les Français des farines animales. Donc ce que nous voyons, c'est que si la France décidait des farines animales, jamais nous n'aurions de farines animales en France, parce qu'il y aurait une écrasante majorité, tout parti confondu, y compris en acceptant que Mme Lepage, M. Mélenchon, M. Haraud et M. Le Guen arrêtent de se tromper de ton, eh bien à ce moment-là, nous aurions une écrasante majorité de gens qui refuseraient les farines animales. Seulement voilà, sur les autres pays, il n'y a que les Belges qui ont voté majoritairement contre. Il y a 8 députés belges qui ont voté pour et 13 qui ont voté contre. Mais à part les Belges, il y a 10 députés autrichiens qui ont voté pour la réintroduction des farines animales et 6 qui ont voté contre. Il y a eu 11 Bulgares pour, 5 Bulgares contre. Les 6 députés chypriotes ont tous voté pour la réintroduction des farines animales. Les 19 députés de la République tchèque ont tous voté pour la réintroduction des farines animales. Les 11 députés danois ont tous voté pour la réintroduction des farines animales. 83 députés allemands ont voté pour, contre 7 qui ont voté contre. En d'autres termes, la France a été complètement minorisée là-dessus. Les députés européens français ont voté très majoritairement contre, à la différence des députés autrichiens, bulgares, tchèques, allemands, grecs, etc. La conclusion qui s'impose, c'est que si la France n'était pas dans l'Union européenne, jamais nous n'aurions réintroduit les farines animales. C'est notre appartenance à l'Union européenne qui nous impose de réintroduire les farines animales. Ce que je vais vous montrer là, je pourrais vous montrer sur les OGM ou sur beaucoup d'autres choses. C'est la raison pour laquelle EELV, Europe Écologie des Verts, en fait, sert les intérêts exactement opposés à ce qu'ils prétendent. Ils vous disent, nous allons faire une Europe écologique, la probabilité d'une Europe écologique, c'est une seconde tous les 37 trillions d'années, mais en attendant, ils ont neutralisé l'opposition normale de ceux qui veulent avoir de la nourriture saine, par exemple, au lieu de dire ce que nous on dit, si vous voulez avoir de la nourriture saine, c'est les Français qui doivent être maîtres chez eux, décider de ce qu'ils veulent ou pas. Parce que de toute façon, comme il n'y a pas de peuple européen, toutes ces saloperies sont en fait poussées par les grands conglomérats financiers, les Monsanto, les BASF pour les OGM, les grandes sociétés de l'agroalimentaire qui vont faire leur lobbying dans les bureaux bruxellois. C'est de ça qu'il faut s'abstraire. En réalité, EELV sert les intérêts contraires exactement à ceux qu'ils prétendent servir. C'est pour ça que les Français ont ce sentiment de désolation sur la scène politique française, qu'il y a un malaise général. C'est que tous les partis, les uns après les autres, on va voir la suite des événements. En 18 janvier 2013, la Commission européenne a donc réautorisé les farines animales, pourtant responsables de la maladie de la vache folle.